exprès. Frédéric est venu de Paris, tout exprès aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je suis contente, j'aurais été triste pour eux s'il y avait eu 3 personnes. Enfin, les 3 personnes, je les aurais chaudement remerciées, mais enfin, quand même, c'est mieux qu'on soit un peu nombreux. Voilà, bon, juste quelques petites précisions. Chaque année, les abattoirs français tuent 1 milliard de volailles, 40 millions de lapins, 25 millions de porcs, 7 millions d'ovins, 6 millions de bovins, 1 million de chèvres, de chevaux, 20 000 chevaux. Sur la Terre, en une année, ce sont 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués. On ne compte pas les poissons et les animaux marins. Voilà, ce sont les milliards de raisons qui ont fait qu'on a décidé il y a quelque temps de créer cette réunion, d'organiser cette réunion, parce que en plein milieu du sommet de l'élevage, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on voulait que ce soit quand même assez symbolique pour marquer justement notre refus plus ou moins de cette vitrine complètement flatteuse qu'est le sommet de l'élevage et qui ne correspond pas du tout, vous le verrez ce soir, vous le verrez avec ce que Seb ou Frédéric vont vous expliquer. Vous le verrez aussi avec les diapos et les vidéos qui vont passer en boucle toute la soirée. Vous verrez que, en fait, la vitrine qu'est le sommet de l'élevage ne correspond absolument pas à la réalité des choses. Bon, je veux pas m'attarder trop, mais je voulais vous dire que sur la griffe, dans quelques temps, il y aura... Ah oui, il y a quelqu'un d'autre qui aurait dû être là ce soir, c'est Dominique Moher. Dominique Moher, c'est la présidente du Domaine des Douages, l'association du Domaine des Douages. Alors, c'est une histoire, dans quelques jours, il y aura un article sur le blog de la griffe, où on racontera un petit peu son histoire, et l'histoire du domaine. C'est une dame qui a décidé un jour de ne pas envoyer les moutons qu'elle gardait à l'abattoir. Elle en a gardé 750, voilà. Et grâce à des associations comme L214, comme l'OABA, récemment, elle a pu sauver tout ce petit monde qui était menacé par une vente aux enchères du domaine. Et bon, il y a une mobilisation qui s'est faite autour de ça. Voilà, donc elle aurait dû être là sans, mais elle ne peut pas être là à cause de différentes raisons. Donc on a une petite pensée pour elle. Et puis voilà, et puis vous trouverez aussi sur la greffe dans quelques temps, on mettra une... Rien, on va finir comme ça. C'est bon? C'est bon? Ouais. Alors, ouais, il y aura une bibliographie sur tous les ouvrages, enfin pas tous, non, ce ne sera pas exhaustif parce qu'il y en a beaucoup, mais pas mal d'ouvrages qui sont sortis sur le sujet, sur la viande, sur l'élevage, sur l'abattage, sur le végétarisme éventuellement, voilà. Et puis il y en a un surtout, moi, que je trouve extraordinaire et qu'il faut absolument avoir lu, c'est celui-ci. C'est Ces bêtes qu'on abat de Jean-Luc Daube. C'est le journal d'un enquêteur dans les abattoirs français de 1993 à 2008. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Je laisse la parole à Seb, puisque c'est lui qui va commencer. Je crois que c'est toi qui commence, Seb. Bonsoir. Alors, moi, je veux remercier la Griffe de nous avoir donné la parole, surtout, parce que c'est une occasion très intéressante pour nous de pouvoir rendre compte un petit peu du travail de l'association. Et puis on a été accueillis royalement. Avant que vous arriviez dans cette salle, on a pu se festoyer et puis boire un coup. Donc j'espère que je vais être cohérent dans mes propos quand même. Juste pour vous présenter, l'association L214, c'est une association de protection animale qui existe depuis 2004. Au départ, on militait contre le gavage et le foie gras, donc ça s'appelait Stop Gavage à l'époque. On a fait nos premières images, nos premières enquêtes en 2003-2004. Et puis en 2007, officiellement en 2008, pour la préfecture, on a ouvert une autre association qui s'appelle L214. Et Stop Gavage est devenue la campagne anti-foie gras de l'association L214, qui est une association donc, qui a ouvert, au-delà du gavage, son propos sur les animaux qui sont tués pour la viande, qui sont exploités pour le lait et pour les œufs.
Et donc on est plus spécialisé sur les animaux d'élevage, on ne travaille pas sur les autres types d'exploitation comme l'expérimentation animale ou les animaux qui sont utilisés dans les cirques ou les problèmes avec les animaux de compagnie, etc. Ce que fait la griffe ici localement sur Clermont. Voilà, parce qu'on a considéré que c'était déjà un pan assez important et qu'il y avait assez de travail sur ce secteur-là. Voilà. L'association, juste peut-être par rapport au titre, pour les personnes qui ne connaissent pas, L214, c'est un article du Code rural qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et donc qui en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut que les propriétaires de ces animaux les placent dans des conditions qui sont conformes à leurs besoins biologiques. Alors vous avez peut-être entendu parler qu'il y a en ce moment une loi qui devrait passer pour reconnaître le caractère sensible des animaux dans le code civil, là, cette fois-ci, où là ils sont reconnus comme des biens meubles, pour mettre justement en cohérence le code rural, l'article L214 du code rural, et puis le code civil. Voilà d'où vient l'origine du nom, parce que nous, notre motivation principale et originelle, c'est justement cette reconnaissance du caractère sensible des animaux, c'est-à-dire leur capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, le fait qu'ils soient doués d'émotions. Et c'est ce qui, évidemment, est le cœur de notre engagement. Alors juste pour commencer, et je ne montrerai pas vraiment plus, je voulais juste diffuser un petit film que nous, on utilise dans la rue pour ce qu'on appelle des vegan plays, qui sont une fois par mois, notamment à Paris, puis d'autres villes maintenant, une vidéo qu'on montre pour justement expliquer un petit peu comment se pratique l'élevage dans les conditions les plus standards en France. Ça dure 5-6 minutes et du coup ça permettra d'appuyer un petit peu mon propos par la suite. Du pré à l'assiette. L'éthologie est une discipline scientifique qui vise à comprendre le comportement et les capacités cognitives des animaux. De nombreuses découvertes mettent à mal nos préjugés. En effet, nous affirmons habituellement que les cochons sont sales et nous ignorons que les porcelets sont intelligents, joueurs, vifs et curieux. Ce sont des êtres sociaux et ils apprécient les caresses. Les poules et les poulets sont des espèces sociales, avec un vocabulaire de cris très développé. Chaque oiseau reconnaît les autres individus dans un groupe par leur apparence ou par leur voix. Les poissons possèdent un système nerveux. Ce sont des êtres très sensibles à la lumière, à la température, aux vibrations et au bruit. Des expériences rigoureuses prouvent qu'ils ressentent la souffrance. Ils ont eux aussi une vie sociale, reconnaissent les autres individus et ont des compagnons de route préférés. Les humains et les autres animaux ne sont pas identiques à tout égard. Il y a des différences, mais il y a surtout des similitudes. Nous avons des désirs communs. Nous souhaitons être libres de nos mouvements, manger à notre faim, mais aussi avoir de la compagnie. Le grand public connaît seulement les animaux de ferme comme des aliments. Nous fantasmons sur le fait que notre viande provienne de ces animaux libres et heureux. Vous allez découvrir la norme, les coulisses des élevages et des abattoirs. Dans les maternités françaises, les truies passent une grande partie de leur gestation dans des cages où elles ne peuvent pas se retourner. Elles mettent au monde des petits qu'elles ne peuvent ni sentir ni lécher comme elles le voudraient. Pour éviter le cannibalisme et limiter les pertes, peu après leur naissance, les dents des porcelets sont meulées et leur queue coupée à vif. En France, dès leur plus jeune âge, tous les mâles sont castrés, sans anesthésie. Pour la production de foie gras, dès la sortie de l'œuf, les canetons sont triés en fonction de leur sexe. En effet, le foie des femelles est plus veineux que celui des mâles. C'est pourquoi elles sont broyées ou gazées vivantes. Le gavage est un acte forcé et choquant pour les animaux. Les canards sont pris de diarrhée et de halètement.
Le foie développe une maladie, la stéatose hépatique. 1 million de canards meurent durant la période de gavage. À l'abattoir, les oiseaux sont étourdis par un choc électrique. C'est l'électronarcose. Ils sont ensuite saignés. Pour l'élevage des poules pondeuses, là encore, dès que les œufs éclosent, les poussins sont triés en fonction de leur sexe. Les mâles ne pondront pas d'œufs, ils sont éliminés. Les poussins sont élevés sans aucun contact avec leur mère. Pour éviter le piquage et le cannibalisme, le bec a été pointé sans anesthésie. Le bec est un organe très sensible et cette opération est douloureuse. On imagine que nos œufs proviennent de poules vivant dehors, dans de hautes herbes. Mais 80% des poules en France vivent en permanence dans des cages. Au bout d'1 an de ponte, elles sont envoyées à l'abattoir. En France, plus de 80% des poulets de chair sont enfermés dans des élevages intensifs, hors de notre vue. Ces poulets sont issus de souches à croissance rapide. Ils atteignent le poids d'abattage 2 fois plus rapidement qu'il y a 30 ans. À cause de la sélection génétique, les poulets d'élevage sont incapables de se reproduire. La reproduction est contrôlée et artificielle comme pour la production d'œufs et de foie gras. Au bout de 42 jours, les poulets sont ramassés pour être embarqués à l'abattoir. L'abattoir. Les poulets sont pendus par les pattes en pleine conscience. Que les animaux viennent d'élevage bio ou sous label, ils meurent dans les mêmes abattoirs. La viande coûte cher aux animaux. Le lait, une souffrance insoupçonnée. Les vaches produisent du lait quand elles donnent naissance à un petit. Tous les 12 mois, elles sont inséminées artificiellement. Sélectionnée génétiquement, une vache produit aujourd'hui 3 fois plus de lait qu'en 1950. Dans de nombreux élevages français, le veau est séparé de sa mère. Les humains décident quand les animaux vont mourir, où ils vont mourir et comment ils vont mourir. Rien qu'en France, chaque jour, 3 millions d'animaux sont vidés de leur vie. La pêche, un vaste carnage. Lors de la remontée des filets, les poissons souffrent de la décompression. Leurs yeux sortent des orbites, leur vessie éclate et sort par leur bouche. Une fois triés, les poissons sont tués, puis vidés sans anesthésie préalable. Sauver des animaux est à la portée de notre assiette. Nous pouvons être en bonne santé en ayant une alimentation végane, 100% végétale. Pour que le massacre cesse, n'oublions pas. Alors bah ça c'était le plus dur. Voilà. Ah, si je commence par la fin, c'est pas bon. Hein. Je trouve le début. Hop, regardez pas. Et je vais mettre ton écran. Voilà, donc là je vais essayer d'aller un petit peu rapidement sur... on a vu un petit peu, bah, là, avec ce film, les conditions d'élevage, d'abattage des animaux, du côté souffrance animale, etc. Je pensais que c'était un peu aussi intéressant de voir toutes les implications qu'impliquait, enfin tout ce qu'implique la consommation de viande aujourd'hui en France.
toutes les raisons morales, éthiques qui nous poussent à diminuer notre consommation de viande, à végétaliser notre alimentation, et puis une dernière raison qui nous qui demande moralement à ce qu'on stoppe notre alimentation. Donc on va faire un petit peu un tour de la question. Alors sur l'impact de la viande et les autres produits d'origine animale sur l'environnement, les animaux et la santé. Il faut savoir juste, pour situer où se trouve la France par rapport au niveau de consommation mondiaux, on est un des pays qui consomme le plus de produits animaux au monde. Et on est à peu près au même niveau que les États-Unis. Les États-Unis mangent un peu plus de viande, mais on mange un peu plus de lait et de poisson. Donc si on regarde la part des produits animaux dans les assiettes, la France est championne du monde. Il faut savoir qu'en France, on mange par exemple 2 fois plus de viande qu'en Chine. Alors, quand on va dans un supermarché, une boucherie, etc., on achète souvent des icebergs, c'est-à-dire que on a un morceau de viande sous cellophane dans une barquette à la découpe, etc., et on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière, ce que ça implique, les conséquences de nos actes, et c'est quand même ce qui est important, c'est de savoir justement ce qu'il a fallu faire pour que ce bout de viande arrive dans notre assiette. C'est pour ça qu'on a pris cette image de l'iceberg. Nous, on voit avec le chariot que ce qui dépasse. Et donc la viande a des dessous absolument insoupçonnés. Souvent l'image de la viande qu'on nous vend dans les publicités, etc., c'est des animaux. Alors soit ce sont des animaux de la viande heureuse, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on communique énormément sur les labels, sur le bio, et sur les animaux qui ont accès au plein air, alors que majoritairement, suivant les filières, on est entre 80% et 99% d'élevage intensif ou d'élevage en claustration totale. Et puis, alors, soit on montre des animaux qui sont heureux, la viande heureuse, soit on ne montre pas du tout les animaux et on essaie de mettre une distance entre le vivant, l'animal qui était avant, l'animal sensible, et le morceau de viande dans l'assiette. Par exemple en Suisse, ils mettent l'autocollant, quand ils vendent de la viande de lapin, ils mettent l'autocollant à l'endroit de la tête pour qu'on ne voit pas que c'est un animal. Le foie gras, il y a des études qualitatives qui montrent qu'il faut absolument déconnecter l'animal du foie gras. Donc on a tendance dans les publicités à penser qu'on cueille le foie gras dans les arbres, des choses comme ça. Et en fait, voilà, tout est fait pour mettre une distance entre l'animal et le morceau de viande. Et puis on nous vend une image qui est facile à cuisiner, qui est goûteuse, etc. Et les dessous de la viande sont beaucoup moins réjouissants que l'image qu'on en donne. Et on va faire un petit peu un tour. Donc du point de vue de la souffrance animale, bien sûr, mais ça je garde pour la fin, puis on a déjà vu un petit aperçu avec ces images-là. La question de la faim dans le monde, des gaspillages des ressources, l'effet de serre, déforestation, pollution de l'eau et risques pour la santé. Alors il faut savoir donc par rapport à ce que rappelait tout à l'heure José, on est 65 millions d'humains en France, donc il y a plus de 60 milliards d'animaux qui sont tués dans le monde, mais si on fait un petit zoom, et plus de 1000 milliards de poissons, si on compte les poissons, mais si on fait un zoom donc sur la France, on a plus d'1 milliard d'animaux, 1,1 milliard d'animaux qui sont abattus dans les abattoirs chaque année, aussi sans compter les poissons. Donc vous voyez, c'est absolument des chiffres qui sont faramineux et gigantesques, dont on ne soupçonne pas que ce soit autant d'animaux qui soient concernés. Donc pour la viande, et par an, il y a 1 milliard de bêtes qui sont en pleine croissance ou en gestation, qui nous servent, qui servent les humains pour la nourriture. Du côté du gaspillage des ressources, donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent déjà ça, donc vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, mais je pense que c'était important de le rappeler quand même. Quand on se nourrit, pour avoir de la viande dans l'assiette, il faut donner des végétaux aux animaux. Et donc d'après les études, il faut donner 7 fois plus de végétaux aux animaux pour avoir l'équivalent calorique dans l'assiette. C'est-à-dire que si on mange une plante sur une portion calorique dans l'assiette, il en faut 7 fois plus quand on passe par l'animal. Donc il y a un rendement qui est très très mauvais. Donc une calorie, voilà la différence pour produire une calorie végétale et une calorie animale. 70% des terres agricoles aujourd'hui dans le monde sont utilisées pour l'élevage. Soit directement donc, pour les animaux,
pour les rares animaux qui vont encore paître à l'extérieur, soit pour produire des céréales, le soja, etc., des animaux qui seront nourris à l'intérieur. Ce qui représente 30% des surfaces des terres émergées. Il y a beaucoup d'eau sur cette planète, voilà, mais c'est absolument gigantesque. Donc en France, si on regarde, 2/3 des surfaces agricoles donc sont utilisées pour la viande. 2/3 des surfaces agricoles. 1/3 donc sont utilisés pour le pâturage et 1/3 qui sont utilisés pour les cultures de l'alimentation du bétail, le maïs notamment, le blé, etc. Quand on se promène dans la campagne auvergnate et ailleurs, on voit des champs à perte de vue. Voilà. C'est généralement pas pour faire du pain ou pour manger du maïs en entrée, mais c'est essentiellement pour faire de l'alimentation animale. Et la France est le premier importateur européen de soja provenant principalement du Brésil et de l'Argentine. Voilà. Si vous êtes sensible à la question des OGM, par exemple, il faut savoir qu'en Argentine, c'est tout OGM, et au Brésil, je crois que c'est du genre 60% d'OGM. Donc les OGM donc qu'on refuse aujourd'hui, enfin que la grande majorité de la population refuse dans l'alimentation, arrivent quand même par l'alimentation animale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, donc d'après la FAO, il y a à peu près 900 millions de personnes qui sont malnutries. Alors c'est pas la petite faim qu'on a à 10h30 du matin entre le petit déjeuner et puis le repas du déjeuner. Hein. Là, on parle vraiment de malnutrition. Donc on a presque 1 milliard de personnes dans le monde qui sont malnutries. Alors comme vous voyez tout à l'heure, le gaspillage des ressources, notamment sur les ressources végétales, les ressources si on se nourrit végétal ou on se nourrit animal, vous voyez qu'il y a une implication qui est absolument énorme. Et on sait que d'ici 2050, les prospectives disent qu'il faudra produire 2 fois plus de viande qu'aujourd'hui. La viande et les effets de serre. Donc question environnement. Les derniers chiffres officiels, on va peut-être en avoir de nouveau l'année prochaine, puisque il y a une grande conférence à Paris 2015 sur les gaz à effet de serre. Mais en tout cas, jusqu'ici, on peut à peu près s'accorder que l'élevage est responsable de 18% des gaz à effet de serre. Donc c'est à peu près l'équivalent des moyens de transport. Alors on compte bien sûr les engins agricoles qui sont utilisés, les moyens de transport, les engrais et bien sûr la digestion des animaux. Il faut savoir que le méthane est quelque chose qui est 25 fois plus impactant que le CO2. Là, il y a 2-3 jours, il y a eu un amendement pour une loi sur justement la réduction des gaz à effet de serre en France. Et bien, les députés, nos chers députés, ont décidé que les pets des vaches, et c'était la grande rigolade à l'Assemblée nationale, ne feraient pas partie du programme de réduction des gaz à effet de serre. Donc là, voilà un résultat des lobbies qui ont bien travaillé. Donc on voit que c'est un impact énorme sur les gaz à effet de serre, mais là, on ne va pas les considérer, voilà, parce que ça serait touché à l'élevage aujourd'hui en France, sacro-saint élevage. Il y a aussi les engrais, on oublie souvent les engrais, mais donc pour faire pousser ces végétaux qui vont alimenter les animaux, les engrais aussi sont responsables des gaz à effet de serre, notamment avec les dégagements d'oxyde d'azote après l'épandage, et le protoxyde d'azote qui est 300 fois plus impactant que le CO2. Donc on parle souvent du CO2 pour le gaz à effet de serre, mais voilà, le méthane et le protoxyde d'azote, ce sont des... en arrière. Alors là, c'est une petite étude qui a été faite par une association allemande qui est assez intéressante, qui compare par rapport aux gaz à effet de serre, suivant le mode d'élevage, alors suivant le mode d'alimentation et le mode d'élevage. Et on voit qu'entre le bio et le conventionnel, on a finalement assez peu d'écart sur l'impact au niveau des gaz à effet de serre, mais ce qui a beaucoup d'impact, c'est la consommation de produits animaux. Vous voyez la différence et on voit que pour les produits végétaliens, donc sans aucun produit animaux, on a beaucoup moins d'impact qu'une alimentation avec de la viande et des produits laitiers, l'alimentation classique française. Alors tout à l'heure, je vous disais, voilà, par rapport à la question de la malnutrition, sur la déforestation, entre 75 et 80% de la déforestation en Amazonie, par exemple, est imputée à l'élevage bovin. Et la culture
La culture c'est essentiellement dû à la culture du soja qui est destinée à l'alimentation des animaux. Donc on va détruire les cultures vivrières, par exemple, pour faire pousser du soja, ou alors on va déforester pour faire pousser du soja pour le grain pour les pays riches, le grain du pauvre pour les pays riches. En plus, c'est un effet indirect, c'est que moins il y a de forêts, plus il y a de gaz à effet de serre, puisque les forêts vont pouvoir capturer du CO2 par exemple. Voilà. Si on regarde au niveau de l'eau maintenant, alors les besoins en eau pour... là vous avez un certain nombre d'exemples. Pour les besoins en eau, des aliments, pour produire un kilo de pommes de terre, il faut 700 litres d'eau. Pour du céréal, il faut 1300 litres d'eau. Et bien pour la viande de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Alors ça dépend, hein, pour le poulet il en faut un peu plus, c'est 3900 litres d'eau. Vous voyez, sur la viande de porc, les fromages, etc. Donc on a aussi un énorme impact avec une alimentation carnée par rapport à l'alimentation végétale. Vous savez que la question de l'eau, c'est une question aussi cruciale dans les années à venir, puisqu'on a des déficits d'eau un peu partout dans le monde. Alors ça c'est quand aujourd'hui on mange à peu près 3000 kilocalories par personne et par jour. Il y en a 1200 aujourd'hui en France en moyenne qui proviennent d'une alimentation carnée, de produits animaux. Ces 1200 calories, si on les remplace par des calories végétales, eh ben, on économise 5400 litres d'eau par jour en passant à une alimentation végétale. De quoi prendre 50 bains par jour. Autre chose, la viande et la pollution de l'eau. Alors on connaît par exemple l'impact de l'élevage sur les algues vertes. Bon, en Auvergne, elle n'est pas trop impactée, mais en Bretagne, je peux vous dire que c'est un effet pas mal. Alors la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de payer des camions pour ramasser les algues vertes, mais bon, on ne réduit pas à la source le problème, et l'élevage est responsable de plus de 90% des algues vertes en Bretagne. Il y a d'autres sources de polluants. La pisciculture est très polluante, qui se développe pour essayer de pallier aux océans qui se vident. Mais il y a aussi beaucoup d'utilisation d'antibiotiques et d'hormones à l'intérieur des élevages, notamment les élevages intensifs. Hormones pour les naissances, antibiotiques parce que, on verra un peu ça tout à l'heure, les animaux qui sont élevés en promiscuité sont très fragiles et les bactéries se développent très facilement dans ces types d'élevage. Et puis évidemment pour les engrais, les pesticides qui sont utilisés. Donc tout ça on retrouve dans l'eau qu'il faut dépolluer. Et en Bretagne aussi ils en savent quelque chose puisque c'est difficile de... Enfin l'eau du robinet n'est pas forcément potable en Bretagne. L'autre chose aussi auquel on ne pense pas forcément, c'est au niveau de la pauvreté génétique et dans les élevages. Aujourd'hui, un taureau peut être le père de centaines, milliers, enfin tu connais Frédéric Meuse ça mieux que moi, mais comme on utilise l'insémination artificielle, on va sélectionner un mâle qui a un patrimoine génétique très intéressant pour les producteurs, et il va donc... on va prélever son sperme et c'est ce taureau-là qui va donner la progéniture à énormément d'animaux. Et ça, c'est la même chose pour les coqs, pour toutes les filières d'élevage. Aujourd'hui, la procréation est complètement maîtrisée. Et donc, on a une pauvreté génétique et plus le confinement en nombre, et tout ça, ça fait un cocktail assez détonnant. Et il y a énormément de nouveaux pathogènes qui apparaissent. Alors je crois que aussi là pour la FAO, il disait que 75% des nouvelles zoonoses qui apparaissent c'est lié à l'élevage. Les nouvelles maladies qui apparaissent aujourd'hui, d'infections bactériennes ou virales, sont liées à l'élevage. Voilà, et puis on a tous à l'esprit les derniers, on n'a pas eu la grippe du petit pois ou la fièvre du haricot, etc. On a eu la grippe aviaire, on a eu la fièvre afteuse. La verge folle, etc. Ce sont tous des maladies qui viennent et qui sont menaçantes et qui viennent d'animaux, qui finissent par passer. Là, avec Ebola aussi, on voit avec l'origine probable et très probable de la viande de brousse, par exemple. En tout cas, cette pauvreté génétique et le confinement en nombre, c'est assez détonnant. Un autre sujet, alors là, qui est assez catastrophique, notamment le professeur Andremont à l'hôpital Bichat, qui est le directeur du service toxicologique à l'hôpital Bichat à Paris, qui tire le sonnet d'alarme, et plein d'autres, sur l'antibiorésistance. Parce que voilà, dans les élevages en confinement total, il y a plein d'hôtes, il y a plein d'animaux différents, et pour les bactéries, c'est un vrai terrain de jeu. Et donc les éleveurs donnent des antibiotiques, soit en préventif, soit en curatif, mais même en préventif, dans l'eau de boisson, dans l'alimentation,
À peu près la moitié des antibiotiques qui sont, des antibiotiques qui sont produits en France, c'est pour l'élevage aujourd'hui. Alors il y a des campagnes pour la médecine humaine, c'est pas automatique, etc. Mais pour l'élevage, il y a énormément d'antibiotiques qui sont utilisés. Et certaines familles d'antibiotiques, donc les troisièmes... Alors aujourd'hui, on ne découvre pas de nouvelles familles d'antibiotiques, donc c'est très précieux, l'utilisation des antibiotiques. Et quand des bactéries ont trouvé la parade par rapport à des antibiotiques, il reste souvent que les dernières générations, les troisième et quatrième générations, c'est des antibiotiques qui sont utilisés en dernier recours dans des hôpitaux, qui aujourd'hui, on trouve qu'il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques. Donc on trouve des gens qui ont des bactéries, et plus aucun antibiotique n'est efficace pour soigner ces patients. Alors, petite anecdote, c'est aux Pays-Bas, par exemple, quand il y a un éleveur de porc qui est infecté ou malade, on va le soigner chez lui et on ne l'hospitalise pas, justement pour éviter que, puisqu'il est porteur en premier lieu de ces bactéries résistantes. Donc il est hospitalisé à domicile. Alors, il y a évidemment les premières causes de mortalité dans nos pays riches et en France, c'est, vous savez, les maladies cardiovasculaires. Alors, les maladies cardiovasculaires, c'est la graisse, les sucres, etc. Et puis, il y a tout un tas de maladies. Alors, des pays riches, on consomme trop de produits animaux. Alors, il y a presque 1 milliard de personnes qui meurent de malnutrition, enfin, qui souffrent de la malnutrition. Et puis, dans les pays riches, on souffre de maladies cardiovasculaires qui sont liées à cette surconsommation de viande. Donc, il y a un certain nombre de cancers, pas tous, hein, et de maladies genre le côlon, prostate qui sont favorisés par la surconsommation de produits animaux. Et puis vous avez la liste, là je vais peut-être pas la refaire, mais notamment le diabète de type 2, etc. Donc voilà, si vous avez ce genre de pathologie, on commence par vous dire arrêtez la viande et les produits animaux et les graisses animales, etc. Et donc j'en viens à le sujet qui est le plus le cœur de l'association, c'est que la viande et les souffrances animales. Alors juste peut-être pour faire un petit peu une précision par rapport à la question de l'animal, il y a maintenant de plus en plus de recherches éthologiques qui nous montrent que ce qu'on croyait savoir, l'animal, n'est pas vrai aujourd'hui, qu'ils ont une capacité émotionnelle des mondes, un monde de pensée qui est bien plus complexe que ce qu'on imaginait. Il y a eu notamment en 2012, en juillet 2012, d'éminents chercheurs qui se sont réunis à l'université de Cambridge. Des chercheurs qui étaient aussi bien sur la neurophysiologie, la neuropharmacologie, la neuroanatomie, les neurosciences, donc tout ce qui est la question du cerveau et la question de la conscience. Est-ce que les animaux, donc les humains ont un néocortex qui est plus développé que les animaux? Et on a cru jusqu'ici que la conscience, la conscience, le siège de la conscience était plus favorisé par ce néocortex. On s'est aperçu que non. La conscience apparaissait dans des zones du cerveau qui étaient bien plus anciennes en termes d'évolution, et que il y a eu une déclaration de Cambridge sur la conscience par ces éminents chercheurs qui ont donc déclaré que l'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous emmène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Alors ça serait bien qu'on tire les conséquences de ce genre de déclaration. Il y a philosophiquement, je suis sûr que parmi vous, certains connaissent Peter Singer, donc, qui est un philosophe qui a sorti un livre dans les années 75 qui s'appelle La libération animale, qui posait cette question de savoir quels étaient les paramètres d'un individu pour le prendre en considération. Enfin, est-ce que c'était la couleur de la peau? Est-ce que c'était le sexe? Donc on a eu des mouvements de libération qui nous ont sorti de ces questions-là. On a considéré que ces paramètres-là étaient discriminatoires et n'avaient aucun lien avec le fait de traiter bien ou mal une personne. Et il s'est posé la question, c'est un grand philosophe moral australien, il s'est posé la question de savoir quel était le critère ultime
pour prendre en considération les animaux. Et il a conclu, et je suis assez d'accord avec lui, que c'était la question de la sensibilité, c'est-à-dire cette capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, d'avoir des intérêts propres à vivre. Un individu qui n'a pas forcément cette capacité à ressentir le plaisir, d'avoir un intérêt propre, il n'y a pas forcément de raison de tenir compte de son existence. Un caillou, alors à moins qu'on puisse prouver qu'il a une sensibilité, mais bon, de taper dans un caillou, ça ne va pas forcément être un problème éthique, moral. Par contre, donner un coup de pied à un chien ou d'enfermer des cochons dans une truie toute sa vie dans une stalle, etc., c'est quelque chose qui importe aux animaux. Et je pense que cette capacité à ressentir le plaisir et la souffrance, je n'en vois pas d'autres. J'ai retourné le problème dans tous les sens, je ne vois pas d'autres critères ultimes, non discriminatoires, pour la prise en considération des individus. Alors dans l'élevage, il y a énormément d'animaux. On a vu tout à l'heure les chiffres qui sont considérés par l'élevage. 60 millions d'animaux terrestres, plus de 1000 milliards d'animaux aquatiques. Alors aujourd'hui c'est difficile de considérer parce qu'on a des tonnages pour les poissons. Alors ça fait 150 millions d'animaux à l'heure et ça fait 40 000 animaux à la seconde qui trouvent la mort pour l'alimentation humaine. En France, l'élevage intensif, c'est une écrasante majorité. Pour les poulets de chair, on est à peu près à 80%. Donc on a vu des images, les poulets de chair au sol, donc c'est les poulets qui vont être utilisés pour la viande. Parce que chaque filière a sa spécificité. C'est pas les mêmes animaux qu'on utilise pour les œufs que pour la viande. Donc quand je dis 80% d'élevage intensif, c'est-à-dire que c'est des animaux qui ne vont jamais à l'extérieur et qui sont à peu près 20 sur 1 mètre carré. Qui ont leur poids d'abattage de un peu plus de 2 kg en 40 jours, ou même moins, ce qui est 2 fois plus rapide qu'il y a 30 ans. C'est pareil pour les dindes, c'est pareil pour tous les volailles au sol. Les poules pondeuses, donc c'était 80% dans la vidéo, maintenant ça a diminué, on est à peu près à 70%, donc 7 poules sur 10 qui sont dans des élevages en batterie. Les élevages en batterie, ce sont des cages au sol grillagé. Une poule pondeuse a l'équivalent d'une feuille à 4 comme espace de vie. On coupe le bec des animaux et au bout d'1 an de ponte dans ces cages, elles sont déplumées, fatiguées, elles partent à l'abattoir, elles auront vu le rayon de soleil et le brin d'herbe la seule fois dans le trajet de l'élevage à l'abattoir. Vous avez vu que même les poussins peuvent être encagés à la sortie du couvoir. Aussi, vous connaissez, il n'y a que les poules qui pondent des œufs, comme on n'utilise pas les mâles pour la viande. Donc au couvoir, le premier jour de la vie des mâles, des poussins, c'est aussi leur dernier jour, puisqu'ils seront broyés, gazés, ou broyés mécaniquement dans un couvoir. Pour les cochons, on est à 90% d'élevage intensif, c'est-à-dire que les truies qui sont dans les stalles, comme on a vu sur les images, voilà, c'est leur vie pendant toute la gestation, pendant une partie de la maternité. Alors,